Les HPI envahissent notre quotidien, livres, films, séries TV, reportages et réseaux sociaux, ils sont partout. Et rapidement, deux récits opposés s'imposent. Pour les uns, c'est presque une malédiction, hypersensible, incompris, anxieux, condamné à souffrir. Pour les autres, c'est la promesse d'un destin exceptionnel, un génie qui sommeille et qui transforme en succès tout ce qu'il touche du doigt. Je vous avoue que moi, je me demande si la réalité serait pas beaucoup moins spectaculaire, mais tellement plus intéressante. Allez, on explore ça tout de suite dans le premier épisode d'une psycho. Je vais commencer par une déclaration officielle. Je ne suis pas HPI. Non, parce qu'il y en a qui vont être confus, donc je préfère que ce soit clair tout de suite. Pas HPI. Et normalement, justement, les HPI devraient comprendre pourquoi dans cette vidéo. Dans les années 1970 à 1990, on les appelait les surdoués. Et à l'époque, on désignait les enfants avec un coefficient intellectuel très élevé, c'est-à-dire supérieur ou égal à 130. Le problème de cette appellation, c'est qu'elle suggérait naturellement une forme de don exceptionnel, une sorte de supériorité globale, une facilité dans tous les domaines. Or, ce n'est pas ce que mesure un test de QI. Celui-ci évalue certaines capacités cognitives, mais pas le talent artistique, la créativité, l'intelligence émotionnelle ou la réussite dans la vie. Étant moi-même né en 1970, j'en profite pour préciser que je ne suis pas plus surdoué qu'HPI. Le terme HPI, haut potentiel intellectuel, s'est progressivement imposé, notamment en France, sous l'influence de psychologues, de neuropsychologues et d'associations dans les années 2000. L'idée était de proposer une expression moins valorisante, plus descriptive, davantage centrée sur un fonctionnement cognitif que sur une supposée supériorité. D'ailleurs, le mot lui-même, potentiel, laisse entendre qu'une capacité existe, mais sans préjuger de la manière dont ça s'exprimera dans la vie. Comme les années 2000 arrivent avec leur lot de malaises sociaux, d'anxiété générale et de recherche de soi, le terme et les tests de HPI vont peu à peu envelopper aussi les adultes. Au niveau des critères, c'est très simple. Un dépistage de HPI se fait via un test standardisé de QI, le WES 4, ou le 5 quand il sera enfin disponible, et qui doit être administré par un psychométricien ou un psychologue dûment habilité. Il suffit d'avoir un score de 130 ou plus afin de valider l'identification de HPI. Alors, ça implique déjà au moins deux choses. 1. Si vous faites un test de QI sur Internet, aussi fiable soit-il, ça compte pas. Il manque le professionnel pour valider le référentiel et la partie WES n'a pas été respectée. 2. L'avantage d'avoir un humain à proximité, et pas juste de remplir un QCM tout seul dans son coin, c'est qu'il peut interpréter d'autres signaux faibles, un score sous-estimé par exemple, une hétérogénéité importante entre les différentes phases de l'examen, ou une anxiété un peu paralysante qui vous aurait ralenti ce jour-là. Alors moi j'aime bien cette idée qu'il y ait un humain, qu'il y ait une présence comme ça, mais on introduit aussi un peu de subjectivité, et du coup c'est difficile de valider objectivement ce qu'on va mesurer. En même temps, n'étant pas moi-même HPI, je me fous pas mal de la fluctuation des critères d'admittance. Quoi qu'il en soit, ça explique en partie sans doute pourquoi le HPI reste une étiquette et au final juste une note de QI plutôt qu'un diagnostic officiel. Et le QI, comme je l'ai déjà dit, ne mesure que des capacités cognitives. Essentiellement, il va évaluer plusieurs fonctions cognitives, notamment le raisonnement, la compréhension verbale, la mémoire de travail et effectivement, selon les épreuves, la vitesse de traitement. Ce qui n'a absolument rien à voir avec une quelconque finalité. Mais voyons ça sous un autre angle. Imaginez deux personnes qui vont faire un Paris-Marseille en voiture. Le HPI dispose d'un moteur de Ferrari, le véhicule normatif d'un moteur de Clio. À votre avis, qui arrivera le premier? Ceux qui ont dit le HPI ne le sont clairement pas, donc. En fait, c'est pas si simple. Avoir le moteur le plus puissant n'est pas suffisant. Si le HPI n'a pas le permis de conduire, par exemple, ça va être dur pour lui d'arriver premier. Si rouler à 250 km/h le fatigue tellement qu'il doit s'arrêter 1 heure toutes les 2 heures, ou accessoirement s'il s'est fait rattraper par la patrouille de la gendarmerie,
ben ça l'aidera pas mieux. Par contre, si le normie est un pilote, ou juste pas un pilote, mais qu'il est capable simplement de rouler pendant 800 km d'une traite, sans arrêt, faites pas ça, hein, surtout il faut bien respecter les pauses toutes les 2 heures, hein, pendant les vacances. Bref, même La Fontaine, hein, nous a appris ça il y a très longtemps. Aller plus vite n'est pas toujours un gage d'arriver le premier. Retenez bien ceci. Un HPI est quelqu'un qui résout en moyenne plus efficacement certains problèmes cognitifs. C'est une petite simplification, bien sûr, mais elle vous sera utile pour la suite. Alors maintenant que vous savez à quoi correspond réellement le terme HPI, nous allons passer en revue les 10 plus grandes croyances populaires sur les HPI qui, ne l'étant pas moi-même, ne me concernent pas plus que vous, mais qui sont néanmoins intéressantes à connaître. Premièrement, les HPI sont tous hypersensibles. C'est faux. C'est probablement la croyance la plus répandue en France. Les études ne montrent absolument aucune relation systématique entre un QI élevé et une hypersensibilité émotionnelle. Le QE, ou coefficient émotionnel d'ailleurs, est un tout autre concept psychométrique qui n'est d'ailleurs pas du tout stabilisé, mais qui est totalement décorrélé du QI. Alors, il y a des personnes HPI qui sont très sensibles, oui, mais ce n'est pas la norme, et d'autres ne le sont absolument pas du tout. L'hypersensibilité est une caractéristique indépendante du QI, cette croyance est donc fausse, et prouve de plus que je ne suis pas HPI. Deuxièmement, les HPI pensent tous différemment. Là aussi c'est faux, ils obtiennent certes de meilleurs résultats à certains tests cognitifs de vitesse et de logique notamment, cela ne signifie pas qu'ils possèdent un mode de pensée qualitativement différent. Il existe une continuité quand même avec le reste de la population, il n'y a pas une rupture, il ne se passe pas un truc de dingue à 130 de QI comme si on devait passer le mur du son avec un avion. Ça marche pas comme ça. Et oui, ça veut dire que la fameuse pensée arborescente n'est pas un attribut spécifique au HPI. Certains l'ont, d'autres pas, mais surtout beaucoup de non-HPI ont aussi une pensée arborescente, comme moi par exemple qui, je le répète, ne suis pas HPI. Qui plus est, le terme scientifique exact, c'est la pensée divergente, et il est plus lié à des recherches sur la créativité que sur l'intelligence. Ce qui nous amène d'ailleurs à les HPI sont plus créatifs. Eh bien c'est faux aussi, un QI élevé aide, certes jusqu'à un certain niveau, la rapidité peut par exemple multiplier les échanges d'idées, mais multiplier les idées ne peut pas nécessairement dire, aussi nombreuses soient-elles, qu'elles soient pour autant exploitables dans un cadre ou dans un schéma créatif. Il n'y a aucune preuve solide qui corrèle la créativité et l'intelligence, ou le fait que je puisse être HPI par exemple. Quatrième, les HPI sont des génies. Là aussi c'est faux. Le HPI décrit un haut potentiel cognitif, pas du tout les réalisations qui peuvent aller avec. La majorité des personnes ayant un QI supérieur à 130 ne révolutionnera pas les mathématiques, la musique ou la physique. Le génie dépend aussi de la personnalité, de la motivation, du travail, de l'environnement, de la santé, de la chance. Bref, le potentiel n'est ni le talent, ni la patience, ni la hargne, mais suffit à affirmer que je ne suis pas HPI. Cinquièmement, les HPI sont tous en échec scolaire. Alors là, non seulement c'est faux, mais c'est même complètement l'inverse. Cette idée vient d'un énorme biais, à savoir que les HPI en difficulté consultent davantage. Donc on entend plus parler d'eux. Les HPI qui réussissent très bien à l'école n'ont absolument aucune raison d'aller consulter un psychologue. Les études scientifiques faites en population montrent le contraire, en fait, que les HPI réussissent globalement mieux à l'école. Et c'est pour ça que ma scolarité globalement quelconque montre bien que je ne suis pas HPI. Sixièmement, les HPI souffrent tous d'anxiété ou de dépression. Et là j'ai un peu l'impression d'ardoter, mais c'est faux. Les méta-analyses montrent que le HPI n'augmente pas le risque psychiatrique. Certaines études montrent même l'inverse, il y a un léger effet protecteur. Assez logique quand on y pense, parce que si on est intelligent, on a moins peur, si on a moins peur, on s'éloigne du spectre de l'anxiété, c'est assez naturel. Ces troubles existent bien sur certaines personnes HPI, bien sûr, mais pas davantage que dans la population générale. Et ouf, celui-ci est faux. Preuve, s'il en fallait encore, que je ne suis pas HPI, je vous avoue que j'ai eu peur avec celle-là.
Septièmement, le HPI est un trouble psychiatrique. C'est faux là aussi, le HPI n'est ni une maladie, ni un diagnostic psychiatrique, ni un trouble neurodéveloppemental de la personnalité ou de l'humeur. C'est simplement une position statistique dans la distribution du QI. On parle d'ailleurs d'identification, pas de diagnostic. Yes, c'est pas un trouble psychiatrique, du coup je ne suis pas HPI. Huitièmement, tous les HPI présentent une dysynchronie. Là aussi c'est faux. La dysynchronie, alors globalement c'est la désynchronisation entre le développement intellectuel, affectif et psychomoteur, existe bien chez certains enfants, mais elle n'est ni universelle ni spécifique au HPI. Un gamin peut tout à fait faire ça simplement parce qu'il a un peu d'avance côté intellectuel et qu'il a du mal à suivre avec le reste sans être HPI. C'est plutôt lié énormément au contexte familial et scolaire avant toute corrélation avec l'intelligence. Bon, moi je savais même pas comment ça s'écrivait avant de réaliser la vidéo, alors autant vous dire que je ne suis pas HPI. Neuvièmement, les HPI ont forcément un cerveau différent. C'est pas faux, mais c'est très exagéré. On observe quelques différences statistiques mineures en neuroimagerie, mais il n'existe pas un cerveau HPI. Il n'y a aucun neurologue qui va regarder une IRM et dire « mais dites-moi, cette personne est HPI ». Ça fonctionne pas comme ça. Franchement, moi, ça me serait même pas venu à l'idée, comme quoi je suis vraiment pas HPI. Dixièmement, les HPI sont tous maladroits socialement. Et là, c'est complètement faux. Là encore, on a un biais de recrutement. Les HPI suivis en consultation pour ce type de problème sont souvent ceux qui vont aussi présenter un TSA, un TDAH, une anxiété sociale, une dépression ou d'autres difficultés de ce genre. Les HPI sans difficulté sociale n'ont aucune raison de consulter et donc ne ressortent pas. En fait, si 100% des personnes avec des troubles sociaux et qui sont aussi HPI consultent, on ne peut pas en déduire que 100% des HPI ont des troubles sociaux. Ce qui confirme d'ailleurs à 100% que je ne suis pas HPI. Voilà, on vient de voir les 10 plus grandes croyances véhiculées sur les HPI. Alors 9 sur 10 sont fausses et la dernière est quand même très exagérée. Tous les éléments pour comprendre pourquoi sont là, mais je vais quand même vous résumer ici. Alors premièrement, la fiction. Les livres, les films, les séries focalisent uniquement sur des profils extrêmes de HPI qui ne sont pas du tout représentatifs. Mais c'est normal, c'est de la fiction. Il faut juste que la population fasse le distinguo. Deuxièmement, les médias, et là c'est beaucoup plus embêtant, font la même chose que la fiction en amplifiant des profils qui sont totalement décalés. Sauf que là, c'est plus difficile de faire le distinguo. Troisièmement, globalement, les témoignages personnels ou médiatiques sont principalement ceux dont le profil HPI est littéralement annexe à un autre trouble de la personnalité ou de l'humeur ou psychiatrique, projetant les symptômes de ces troubles sur la condition d'HPI. Et voilà comment on arrive à autant de clichés faux sur une identification qui, je le rappelle, n'est pas une condition médicale. Le plus souvent, ce sont les patients doublement exceptionnels, on appelle ça les 2E en psycho, ce sont les personnes qui vont cumuler deux conditions, comme par exemple TDAH plus HPI, ou TSA plus HPI, ou dyslexie plus HPI, par exemple. Et c'est ceux-là qui vont beaucoup teinter la perception du HPI de par la condition primaire qui vient biaiser le prisme de l'observation. Certaines personnes cumulent 3, voire 4 conditions comorbides entre elles, mais elles sont beaucoup moins problématiques dans l'observation que les 2E. En effet, à ce niveau de trouble, ils tendent assez rarement à se présenter comme étant des HPI. En fait, quelqu'un qui cumule déjà 3 diagnostics, par exemple, aura même plutôt tendance à affirmer qu'il n'est pas HPI, tellement ce n'est pas ça qu'il définit du tout. Je vous ai rebrossé un peu la définition d'HPI, et de QI pour le coup, et éclairé sur les immenses biais auxquels la population générale est soumise. Je vais finir sur deux choses, les chiffres et les mythes. Alors, côté chiffres, il y a eu peu d'explosions d'identification de HPI, on est passé de 2,1% à 2,3% de la population en 25 ans, principalement avec l'âge des adultes, ce qui prouve que le test du WES4 est une bonne approche, parce que les demandes d'évaluation, elles, se sont envolées avec la médiatisation du phénomène. Côté mythe, c'est Nicolas Govrit, un chercheur et mathématicien, qui décrit deux récits extrêmement opposés, qui déforment un peu la vision scientifique. Il parle de la légende noire, où
être HPI est presque un handicap. On est malheureux, incompris, dépressif, condamné à l'échec social. Et il parle de la légende rose, où être HPI, c'est être un génie promis à un destin exceptionnel. La littérature scientifique, elle, penche plutôt entre les deux, elle ne valide ni l'une ni l'autre de ces légendes. Pour elle, un haut QI est avant tout un avantage cognitif dont les effets réels dépendent ensuite de nombreux facteurs. La personnalité, la santé mentale, l'environnement, la famille, la qualité de l'éducation, la motivation et puis la chance des opportunités. La plupart des caractéristiques sont normales. Être distrait, introverti, hypersensible, créatif, désorganisé, fatigué, sont des traits qui existent sur un continuum de la personnalité. La médecine, elle, intervient quand ces traits basculent du côté invalidant. Avant ça, c'est juste avoir une personnalité. Et c'est un point fondamental que le grand public comprend rarement. Entre un trait de personnalité et un trouble de la personnalité ou de l'humeur, pour un professionnel, il y a une vraie rupture. Le HPI n'est pas un trouble. Il n'a donc pas de thérapie visant à traiter le HPI. En revanche, si une personne HPI présente de l'anxiété, une dépression ou des difficultés d'adaptation, ces problèmes-là, eux, peuvent répondre aux thérapies comme chez n'importe qui. Et je dirais même un peu mieux parce que être HPI, c'est toujours plutôt un avantage. En fait, dire qu'une personne est HPI, c'est un peu comme dire qu'elle mesure plus d'1m90. C'est une caractéristique réelle, rare, objectivement mesurable, mais elle ne dit rien ou presque à elle seule de la personnalité, du bonheur ou de la réussite de cette personne. J'en ai fini. Si, comme moi, vous n'êtes pas HPI, j'espère que vous repartez avec une meilleure compréhension de cette identification et surtout avec moins de clichés en tête. Si vous êtes HPI, j'espère que de vous voir dépeint sous un angle un peu plus scientifique vous aura plu. Et je n'ai aucun doute que vous le sachiez déjà, mais pour les non-HPI avec nous, je le rappelle, vous n'êtes pas défini par ces 3 lettres. Une personnalité est bien plus complexe que ça. Être HPI, c'est à peine le début de l'équation. Si vous souffrez de troubles, vous savez que ce n'est pas le HPI. Au mieux, ce sont des traits de personnalité un peu marqués, et la thérapie fera merveille. Au pire, et je ne suis pourtant vraiment pas un défenseur d'aller voir un psychiatre pour rien, mais ne vous cachez pas derrière l'étiquette de HPI pour ignorer un autre trouble qui, lui, mérite un diagnostic. 500 balles le test de QI? Ah bah dis donc, c'est un problème de riche HPI quand même. Bah je suis content d'être assez intelligent pour pas le passer du coup. Attends, c'est quoi cette merde? Ah, je vois que t'es tombé sur le reportage HPI de TF1. Je ne suis pas HPI, je ne suis pas HPI, je ne suis pas HPI, je ne suis pas HPI. Ah non, justement, t'es pas HPI, c'est pas ton problème, t'énerve pas, laisse tomber. Je ne suis pas HPI, je ne suis pas HPI, je ne suis pas HPI, je ne suis pas HPI. Non mais tu vas quand même pas commenter tout le reportage. Je ne suis pas HPI, bordel! Non, mais t'es clairement obsessif, mon bonhomme.